Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Fastlane 2023 qui aura lieu du coup ce samedi 7 octobre 2023 à Indianapolis. Pour l'instant, on a 5 matchs sur la carte. Encore une fois, comme le dernier pay-per-view, c'est un pay-per-view assez chill. Enfin, un PLE, mais je dis toujours pay-per-view moi personnellement. C'est un pay-per-view assez chill juste avant les prochains gros mois qu'on va passer à la WWE avec notamment Crown Jewel en Arabie Saoudite, Survivor Series qui va arriver avec toutes ces rumeurs autour de CM Punk, mais bon, c'est pas le sujet principal. On aura du coup le Royal Rumble début d'année. Pas mal de grosses choses qui vont se passer du coup ces prochains mois. Donc là c'est un pay-per-view assez calme, mais à la fois pas tant calme que ça. On a quand même John Cena qui fera son retour en pay-per-view pendant ce pay-per-view là. Comme je l'ai dit, on a 5 matchs sur la carte. Je suis d'accord avec Triple H en vrai sur le fait qu'il faut mettre moins de matchs sur les pay-per-view pour que les matchs durent un petit peu plus longtemps, pour que ce soit plus digeste, etc. Mais personnellement, là je trouve qu'il manque des matchs, il manque quelque chose d'intriguant, de quelque chose d'attirant dans ce pay-per-view là, même si la carte pour moi elle me paraît assez correcte. Il manque quelque chose, je pense que la carte elle est quasi parfaite, mais il manquait tu vois ce petit match de championnat ou peu importe, qui juste de plus pour ajouter encore un truc en plus dans cette carte là. Je pense par exemple peut-être à Rhea Ripley qui aurait pu défendre son titre, peut-être dans un Fatal 4-Way vu ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Peut-être aussi Gunther qui aurait pu défendre son titre face à Tommaso Ciampa à Fastlane. Et là on aurait eu le retour de Gargano pendant le pay-per-view. Je pense que c'est des choses un petit peu sympas qui auraient pu rajouter quelque chose de bien à ce pay-per-view là. Mais du coup 5 matchs c'est assez correct. Je pense que pour pouvoir régler cette histoire là avec les pay-per-view, où généralement ça arrive assez souvent en vrai, que les fans se plaignent qu'il manque de 3 matchs pendant les pay-per-view. Tout ça parce que Triple H il veut réduire le temps, réduire le nombre de matchs pour que les matchs durent un petit peu plus longtemps, quitte à avoir du coup des matchs qui auraient dû avoir lieu en pay-per-view en weekly juste la semaine d'avant. Je pense que pour régler ce problème là il faudrait une bonne fois pour toutes faire une draft correcte, même si c'est pas le sujet. Encore une fois, la draft, je sais qu'il y en a qui aiment bien, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Je pense qu'il faudrait faire une draft correcte, roster séparé pour que ce soit plus cohérent, même si actuellement en vrai que du superstar de Raw aille à SmackDown ou que des superstars de SmackDown aillent à Raw, ça impacte pas en vrai ce qui se passe dans les pay-per-view. Mais du coup avoir une draft correcte pour pouvoir du coup faire des pay-per-view exclusifs. Là aussi ça fait assez parler. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et je pense que c'est la formule la plus normale et la plus intelligente à faire, puisque forcément tu fais des pay-per-view exclusifs. Là Fastlane, imaginons ça aurait été un pay-per-view de SmackDown comme en 2018. Ben, tu aurais 5 matchs, certes, mais 5 matchs qui sont spécifiés pour SmackDown. Du coup, forcément, tu as plus de programmes, tu as tout qui est mis dans le pay-per-view. Et le pay-per-view d'après, tu auras le pay-per-view de Raw. Et là, tu auras pareil. Tu loupes pas, en gros, des opportunités de mettre des matchs, terminer des feuds, commencer des feuds lors des pay-per-view, plutôt que de faire ça en weekly, alors que ça reste des gros programmes. Et c'est un petit peu ce qui me dérange un petit peu avec le règne de Gunther en ce moment, c'est que lui, malheureusement, il est souvent en weekly, alors qu'il mérite vraiment d'avoir des défenses en pay-per-view, du moins plus de défenses en pay-per-view. Il fait les gros pay-per-view en général, c'est déjà bien pour lui, mais je pense qu'il faudrait un petit peu plus. Enfin bref, on va commencer par les pronostics, 5 matchs comme je vous l'ai dit. On va commencer par le match qui m'intéresse le moins, je les casse de celui qui m'intéresse le moins à celui qui m'intéresse le plus. Et ce qui pour moi devrait être le main event, même si je sais ce sera pas le main event, je crois que ça a été annoncé. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais c'est quasi sûr. Du coup, premier match, on aura un Six-Man Tag Team match LWO contre Bobby Lashley et les Street Profits. Ce match-là, il est incertain. Enfin, c'est pas qu'il est incertain, mais ce match-là, il est bizarre en vrai. Il est pas cohérent, je trouve personnellement, parce qu'on sait même pas qui affrontera Bobby Lashley, Montez Ford et Angelo Dawkins. Vu l'image et vu comment c'est représenté, j'imagine que ce sera Rey Mysterio, Joaquin Wilde et Santos Escobar. Mais après, à ce moment-là, tu te dis pourquoi Cruz del Toro n'est pas dans le truc. Donc c'est assez bizarre et je sais pas trop quoi en penser. C'est pour ça que je le mets en première position. C'est un match qui m'intéresse un peu moins. Ça va être le match pour souffler en gros. Je pense qu'il va arriver vers le milieu de la carte. Là où on aurait eu un gros match juste après un gros match. Histoire de souffler. Je pense pas que le match va durer trop longtemps non plus. Mais je vais pronostiquer une victoire de la team des Heels, la team de Bobby Lashley et Street Profits. Ils ont besoin de cette victoire. C'est une nouvelle équipe qui commence. Et à moins que la WWE aimerait rejouer sur cette histoire de instabilité dans ce groupe là. Le fait que Bobby Lashley soit pas très content envers les Street Profits, du coup là ce serait intelligent de les faire perdre une autre fois, mais je pense que ça ferait du bien à l'équipe des Street Profits et Bobby Lashley, même si personnellement je préfère de loin LWO, même si je trouve encore une fois que ce groupe là est assez plat et qu'il n'y a pas grand chose à raconter avec le groupe, mais bon, c'est que mon avis personnel. Choix du cœur, victoire de LWO, mais choix de la raison, je pense que ce sera une victoire de Bobby Lashley et Street Profits.
Ensuite, Yosuke qui va défendre son titre. Je sais toujours pas comment l'appeler ce titre-là, mais c'est le titre féminin tout court, hein, le Women's Championship. Elle va défendre son titre face à Charlotte Flair et face à Asuka dans un triple threat match. Beaucoup de triple threat match avec les titres féminins ces derniers temps. On en a eu un à SummerSlam, ça arrive souvent à SummerSlam, on voit des triple threat match. Et là, encore une fois, on en a eu un. Je dis que ça arrivait souvent parce que ces dernières années, on a eu Carmella, Becky Lynch, Charlotte Flair pour le titre de SmackDown en 2018. On a eu Charlotte Flair et Ripley, Nikki et Sage, enfin Nikki Cross en 2021. Et là, on l'a eu en 2022, 2023, ce match avec Bianca Belair, Asuka et Charlotte Flair. C'est pour ça que je dis que ça arrive souvent, mais en soi, 3 fois, c'est pas non plus très très souvent. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le match me hype, mais j'ai peur encore une fois des faux finishes, comme on avait l'habitude de voir avec les triple threat match. On sait que la WWE n'aime pas trop se mouiller dans ce genre de match, et même dans des matchs en simple, à donner une victoire clean au champion, ou à la championne, ou au heel, ou au face, peu importe. Souvent, quand t'es heel, tu remportes le match en grugeant, et du coup, ça te fait une victoire pas clean, et en soi, le face est protégé, le heel est protégé dans ces situations-là. La WWE veut pas trop se mouiller, et c'est ce qui me dérange un petit peu. Et là, en l'occurrence, triple threat match, je pense que ça va être comme ça. On a Charlotte Flair qui est dans le match, donc forcément, si tu remportes un match clean face à Charlotte Flair, ça va crier, enfin, ça a crié. Pas pour les fans, mais en tout cas, la WWE le fera pas dans tous les cas. Et à côté, si tu remportes le match clean en faisant le pin sur Asuka, là ça va crier au niveau des fans. Et c'est ce qui, pour moi, pourrait être un petit peu le moment chiant de ce match-là, le finish, qui pour moi pourrait être décevant. Surtout sans oublier que Bianca Belair pourrait faire son retour autour du match. Je m'en fous un petit peu, j'ai même pas eu l'impression qu'elle a été absente, puisque c'était assez récent, juste après SummerSlam, elle s'absente. Et là, il n'y a pas eu trop d'avancement dans cette feud avec Io Sky depuis. Donc, que le retour de Bianca Belair ou pas, ça va pas faire avancer les choses dans cette feud là, mis à part la terminer. Et du coup, je m'en fous un petit peu. Par contre, mon pronostic, je pense que Io Sky va conserver son titre, bien heureusement, à moins qu'on ait une grosse clim. Mais choix du cœur, choix de la raison, je pense que Io Sky doit conserver son titre. Et je pense que Io Sky va conserver son titre, et tant mieux. Et personnellement, pour répondre aux rumeurs par rapport à Kairi Sane, puisqu'on sait devrait faire son retour prochainement, enfin c'est un secret pour personne, on sait qu'elle a bien signé avec la WWE et qu'elle devrait faire son retour bientôt. Mais il y a pas mal de sites d'information qui disent que ça devrait arriver très très rapidement. Je pense pas qu'elle sera là à Fastlane, puisque je crois qu'elle est bookée sur un show et elle termine vite fait sa tournée au Japon, je crois, avant de revenir aux États-Unis. Mais je pense que ça se fera très prochainement, mais pas autour de Fastlane. Et je vois pas l'intérêt en vrai de la faire rentrer directement comme ça, quitte à attendre, vaut mieux attendre jusqu'au Rumble. C'est Kairi Sane quand même, et je pense qu'elle va avoir une bonne réaction au Royal Rumble. Donc si ça tenait qu'à moi, je la ferais attendre jusqu'au Royal Rumble pour qu'elle fasse son retour. Et pour l'instant, on n'en a pas plus besoin que ça dans les feuds avec Io Sky. Ensuite, Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest vont défendre leur titre par équipe face à Jey Uso et Cody Rhodes. C'est un match qui me dérange pas du tout sur la carte, ça a été officialisé à la dernière minute. Ça a été officialisé à ce Raw, le Raw de cette semaine. Il y avait pas mal de rumeurs aussi, comme quoi ça allait être officialisé. Et finalement, tant mieux, ça rajoute un petit peu plus de lumière sur la division par équipe. Même si dans les 4 catcheurs qu'on a là, on n'a aucun, enfin à part Jey Uso évidemment, mais on n'a aucun catcheur par équipe de base, c'est tous des catcheurs solo. Et du coup, bah, c'est pas non plus une grosse lumière sur la division par équipe, qui est par exemple Imperium, NWO, les Street Profits, etc. Enfin, les vraies équipes. Mais quand même, je trouve ça hyper important de mettre ces titres-là en lumière pour pouvoir par la suite construire une vraie division par équipe, établir un truc de vraiment sérieux, puisqu'on sait que la WWE veut séparer les titres, mais ils cherchent toujours un moyen, je comprends pas, en vrai, ils ont fait la même chose avec le titre de Roman Reigns. J'ai l'impression qu'ils réfléchissent pendant 10 ans une manière de séparer ces titres-là, séparer des titres en général, alors que ça se fait hyper simplement, hein. Il suffit juste d'abandonner un des titres, et là en l'occurrence, vu qu'ils sont à Raw les champions, bah t'enlèves les titres de SmackDown, tu mets les titres de SmackDown à SmackDown, ça se fait tout seul, quoi. C'est une écriture rapide, mais la WWE essaye toujours de trouver un moyen farfelu de le faire, ou un moyen plus compliqué. Je comprends pas pourquoi le WWE fait ça. Mais en tout cas, le match m'intéresse parce que en face, c'est quand même Jey Uso et Cody Rhodes. J'avais peur que Jey Uso, quand il allait arriver à Raw, il aurait pas tant de projets que ça. Je me disais, il va sûrement feuder avec Seth Rollins rapidement, même si c'est une feud face contre face, mais le mettre dans un gros programme pour patienter en attendant. Mais là, il fait quelque chose de vraiment cohérent. Il va être en équipe avec Cody Rhodes. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, Cody Rhodes c'était l'ennemi. Enfin, c'est plutôt Jey Uso, c'était un des ennemis de Cody Rhodes. Donc, comme quoi les choses changent rapidement. Et c'est ce qui rend le truc intéressant en vrai, parce que tu as deux superstars hyper protégés et hyper over avec la foule en ce moment, qui vont affronter les champions par équipe. Judgment Day qui est hyper protégé, pas hyper acclamé de la foule, mais hyper protégé quand même.
Et du coup, t'imagines le match assez bizarrement. Parce qu'en vrai, ça m'étonnerait pas de voir Cody Rhodes et Jey Uso devenir champion par équipe. Ce serait bizarre déjà de voir Jey Uso champion par équipe avec quelqu'un d'autre que son frère. Mais personnellement, ça me dérangerait pas en vrai de les voir champions. Je me dis que ça peut rajouter quelque chose d'intéressant. Mais pour la cohérence, en vrai, vaut mieux que Judgment Day reste champion. Mais j'ai juste hâte de voir ce match-là. Je pense que dans le ring, il peut être super bien ce match-là. À voir comment ils vont le tourner, si on aura beaucoup d'interventions ou pas. J'espère pas, parce qu'en vrai, les interventions, c'est le genre de truc qui m'énerve le plus possible. Ça pousse, en fait, ça tire le suspense jusqu'au bout avec toutes les interventions et tu te dis, ah, s'il est intervenu là, ça veut dire qu'ils vont pas gagner. Ah, s'il est intervenu aussi tard, ça veut dire qu'ils vont gagner. Tu te fais plein de théories dans ta tête et je trouve ça hyper nul en vrai, toutes ces interventions. Une fois de temps en temps, c'est bien, mais quand ça arrive tout le temps, comme avec le Judgment Day, et pourtant, c'est le but d'une faction, hein. Ils sont en faction, c'est une faction de heal, ils sont censés être là pour s'aider. Mais moi, personnellement, quand ça dure trop longtemps et quand c'est fait à chaque match, ça me dérange juste un tout petit peu. C'est ce que j'avais peur d'ailleurs avec le match de Nakamura et Rollins à Payback. J'avais peur que Damien Priest il soit mis dans le truc et qu'il vienne faire des apparitions pour déstabiliser un tout petit peu. Finalement, il n'y avait pas eu et tant mieux. Et là, j'ai peur qu'il le fasse encore une fois, puisqu'on a encore le match tout à l'heure. Mais j'ai juste hâte de voir ce match-là. Je suis juste curieux un petit peu sur ce qui va se passer dans le ring et surtout sur la manière dont va se terminer ce match-là. Parce que, encore une fois, c'est 4 catcheurs assez protégés. Et qui va prendre le pin, qui va pas prendre le pin. C'est pour ça que ça me force à me dire que le match va se terminer d'une manière pas clean. Et une victoire du coup de Judgment Day qui vont remporter le match grâce à une intervention de Rhea Ripley ou Dominic Mysterio ou JD McDonagh, peu importe. Mais du coup, je verrai une victoire de Judgment Day. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, mais ce sera probablement le main event vu les personnes qui sont dans ce match-là. Mais encore une fois, un tag team match. D'ailleurs, il n'y aura qu'un seul match 1 contre 1. Match simple Enfin, match simple. Il y a une stipulation, mais match 1 contre 1, il n'y en aura qu'un seul dans cette carte. Donc là, encore une fois, match par équipe. John Cena et LA Knight qui vont affronter du coup Jimmy Uso et Solo Sikoa. Intéressant comme match. Mais à la fois, ce match-là, il m'intrigue pas trop. Il me hype pas trop. Ça va être juste chouette à voir parce que ça va être le retour de Cena in-ring à la télévision. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu catcher. Je crois que la dernière fois c'était à WrestleMania 39 du coup face à Austin Theory. Mais depuis on l'a plus trop vu catcher dans un match long. Parce que j'imagine que le match va être long vu les personnes qui sont dans le match. Ce sera différent du match contre Austin Theory. Donc intrigué par ça. Mais à part ça le résultat m'intrigue pas trop. Ce qui va se passer m'intrigue pas trop. Roman Reigns n'est pas dedans donc je m'en fous un petit peu. Enfin le champion, c'est surtout le champion. C'est pas le fait que ce soit Roman Reigns. Mais le champion n'est pas autour de ça donc je m'en fous un petit peu. Et je vois pas comment ça pourrait renfoncer le couteau dans cette histoire-là avec la Bloodline ou mélanger un petit peu les choses. Parce que là, on a que Jimmy Uso et Solo Sikoa. Il n'y a pas Roman Reigns, encore une fois, qui est impliqué là-dedans. Donc je sais pas comment ce match-là peut m'intriguer un petit peu plus. Mais à part ça, je pense que le match va être bon. Je pense qu'il va durer plus ou moins 20 minutes ou un petit peu moins. On a quand même John Cena qui est dedans et je sais pas s'il peut catcher aussi longtemps. Parce qu'on se rappelle quand même que le match qu'il a fait à SmackDown, le dernier épisode de SmackDown de 2022, il est en équipe avec Kevin Owens, si je dis pas de bêtises. Kevin Owens s'est fait tout le match, à la fin il tag, John Cena il rentre, et Attitude Adjustment, il remporte le match, c'est terminé. Donc on va voir quel temps va être accordé à John Cena pendant ce match-là, et si ça va peut-être nous mener à d'autres rivalités par la suite. Je sais qu'en ce moment il y a des rumeurs comme quoi John Cena devra affronter Roman Reigns pour le titre à Crown Jewel. En vrai, s'il faut gaspiller un match comme ça pour Crown Jewel, tant mieux si c'est fait avec John Cena. Parce qu'en vrai, ça m'aurait un petit peu dérangé de voir AJ Styles contre Roman Reigns en Arabie Saoudite. Là, tu peux le faire avec John Cena histoire de patienter, tant mieux. Et tu gardes les programmes avec les catcheurs actuels pour plus tard sur des pay-per-view plus importants. Donc tant mieux. Mais du coup, choix du cœur, en vrai, victoire de John Cena et LA Knight, puisque Cena c'est mon catcheur préféré tous les temps. Mais à part ça, j'ai pas forcément de préférence sur le vainqueur de ce match-là. Peu importe qui gagne, je serai pas déçu et je serai pas surpris non plus. Donc choix du cœur, victoire de John Cena et LA Knight. Et enfin pour terminer, Seth Rollins qui va défendre son titre poids lourd face à Shinsuke Nakamura dans la revanche de Payback du coup. Sauf que là ce sera un last man standing et j'attends beaucoup de choses de ce match là. Déjà leur premier match à Payback il était super bien, j'ai adoré ce match là, je trouve qu'il était super bien écrit, il y avait un bon storytelling autour de ça. Et là, j'attends davantage de ce match-là, dans l'histoire, dans une ring, peu importe de ce qui va se passer. J'en attends beaucoup plus. Et la stipulation reste intrigante en vrai, puisque ça tourne autour du dos de Seth Rollins. On sait que Nakamura, il veut sa revanche. S'il veut sa revanche, c'est peut-être pas pour rien. Donc peut-être la stipulation va tourner en faveur de Nakamura, puisque c'est lui qui a choisi cette stipulation-là. Mais le fait que Nakamura sorte victorieux de tous les affrontements contre Seth Rollins,
ça me penche à dire un petit peu que je pense que Seth Rollins va ressortir vainqueur de ce match-là. C'est que c'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu la construction à la Bianca Belair où il y a toujours des challengers qui affrontaient Bianca Belair pendant qu'elle était championne, mais à chaque fois tu pouvais être sûr que peu importe la personne qui affronte Bianca Belair, qu'elle soit construite ou pas construite, tu sais que Bianca Belair va ressortir championne puisque c'est un petit peu la construction et l'écriture linéaire autour d'un champion face. Et là j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui va se passer avec Seth Rollins. Je pense pas me tromper en disant que Seth Rollins va conserver, même si dans mon cœur je préférais que Nakamura soit champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière à la WWE et champion du monde pour la première fois de sa carrière à la WWE, histoire de terminer sur une bonne note, même si c'est pas la fin de sa carrière évidemment, mais histoire de rattraper ce qui n'a pas été fait et ce qui a été mal fait en 2018, et on a tous beaucoup de regrets par rapport à tout ça. Et cette rivalité, mine de rien, elle fait un grand vent d'air frais et un grand bien, je pense, au personnage de Nakamura. Il y a eu pas mal de choses bien qui sont faites, et j'ai du mal à voir Nakamura aussi bien construit ces dernières semaines pour au final perdre et n'avoir plus rien par la suite. Du moins c'est possible, ça se passe, mais ce serait très très décevant. Je pense que là beaucoup de fans vont s'en plaindre. Donc c'est pour ça que j'en attends beaucoup de ce match-là. Malheureusement ce sera pas le main event, je pense que ça va peut-être être l'opener. Je sais pas en vrai, c'est intriguant en vrai de savoir quel match sera le main event, quel match aura quelle place dans ce show-là. Parce que finalement on n'a pas un match qui ressort plus du lot que ça. Forcément on a les les deux derniers matchs que j'ai cités qui sont peut-être plus importants, et là ça va se questionner sur qui sera le main event, mais à part ça on n'a pas le gros match de la soirée à côté de tout plein de petits matchs, pas du tout, mais du coup voilà, choix du cœur, je dirais une victoire de Nakamura, même si je préfère Seth Rollins évidemment. C'est juste que le personnage de Seth Rollins, je vous l'ai répété plein de fois, le personnage de Seth Rollins actuellement m'intéresse beaucoup moins, et du coup choix du cœur je dirais Nakamura, et choix de la raison, je vais quand même tenter le coup en disant victoire de Shinsuke, même si je pense malheureusement que Seth Rollins va ressortir encore une fois champion. Mais d'ailleurs, s'il ressort champion, j'ai quand même hâte de voir quelle sera la prochaine étape pour lui. On n'a pas encore plus on n'a pas encore plus d'informations par rapport à la stipulation, si je peux dire ça comme ça, de tout ce qui va se passer sur la série. On ne sait pas si ce sera un Raw contre SmackDown, on ne sait pas si ce sera un Wargames match ou quoi que ce soit. Donc on n'est pas plus avancé là-dessus. Mais si Seth Rollins conserve son titre, j'ai quand même hâte de voir la suite, en espérant qu'il se renouvelle un petit peu. Donc voilà, c'est la fin de mes pronostics. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à cette carte-là. Donnez-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. Faut aussi parler de Jade Cargill, puisque Jade Cargill, d'après pas mal de rumeurs, devrait elle aussi faire son apparition pendant ce pay-per-view-là. Je pense que ça peut être une bonne chose, un petit peu à l'image des takeovers, où à chaque fois qu'il y avait une nouvelle signature, Kushida, Matt Riddle, Keith Lee, peu importe, des gros noms du circuit indépendant, à chaque fois la WWE mettait au prochain takeover les personnes qui vont signer dans le public, histoire de faire un petit plan caméra là-dessus et dire oh regardez qui est là, bientôt ils vont arriver. Je trouve ça hyper bien ce concept là, parce que ça rajoute un petit peu plus d'attente autour de ça, et les fans comme ça ils vont être intrigués, enfin bref, je pense que ça va être ça. Je pense qu'elle va pas être impliquée dans quelque chose, je pense pas qu'elle va révéler non plus dans quel brand elle va faire son arrivée, mais encore une fois c'est une période hyper intéressante dans le milieu du catch en ce moment, avec toutes les fins de contrat qui vont arriver. Je sais qu'il y a pas mal de rumeurs aussi qui disent que la WWE aimerait répéter le coup avec Jade Cargill et signer pas mal de noms qui vont être sur la fin du côté de Elite Wrestling ou peu importe. Donc c'est pour ça que c'est c'est une période hyper excitante autour du monde du catch, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.